Avant, je croyais vraiment, sincèrement, quand j'ai grandi en croyant que j'avais pas du tout de valeur. Parce qu'on m'avait tellement menti à propos de ça, en me disant que j'étais pas assez belle, que j'étais trop grosse, que j'étais pas comme les autres personnes et du coup que j'avais pas de valeur. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un recto verso avec une personne dont le parcours je trouve extraordinaire. Célia Jeanneret qui a 22 ans, elle a récemment terminé ses études de droit, elle est donc juriste et elle est surtout impliquée dans des associations qui luttent en faveur des valeurs pour les femmes. Merci d'avoir accepté l'invitation Célia. Merci de m'avoir invitée. Comment est-ce que tu te décrirais en quelques mots? Je m'appelle Célia comme tu l'as dit, j'ai 22 ans, j'ai réussi mes études de droit, donc j'ai un bachelor que j'ai obtenu l'année passée. Je suis partie en année sabbatique, j'ai fait 3 mois de bénévolat dans une association chrétienne en Afrique du Sud qui luttait contre le trafic d'êtres humains. Cette année, je suis revenue donc en Suisse, j'ai accepté un stage auprès des GBEU, qui sont les groupes bibliques des écoles et universités. Et puis, je fais aussi du bénévolat à côté dans une association qui s'appelle Joya, où on va visiter les salons de prostitution sur le canton de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et le Loc. Comment t'es venue cette envie de promouvoir les valeurs des femmes et de t'impliquer dans ces milieux très challengeants? Ça découle un peu de mon éducation au final avec ma maman et puis ma famille qui est un peu plus musulmane. Depuis toujours, j'avais à cœur de pouvoir aider les femmes plus particulièrement et puis leurs droits qu'elles peuvent avoir. Parce que des fois, tu viens de cultures différentes et puis on n'a pas les mêmes droits et surtout en Suisse. Et elles arrivent dans ces cultures et elles ont plutôt un peu l'impression que c'est le droit du silence où elles peuvent rien dire. Et c'est quelque chose que depuis toujours, ça me tient à cœur de pouvoir les aider à comprendre ce qu'elles peuvent faire valoir en justice, des situations qui, selon notre culture suisse, c'est pas normal ou des choses ça nous gênerait plus qu'autre chose et juste à cœur de pouvoir aussi pouvoir leur dire qu'elles ont cette valeur, qu'elles ont ces droits. Qu'est-ce qui t'a impacté le plus? C'est quoi l'histoire qui t'a vraiment émue? Déjà, c'était une énorme chance d'avoir pu rencontrer ces filles. Pendant 3 mois, du coup, on a suivi à peu près 8 à 10 filles qui avaient été victimes de traite des êtres humains. Donc exploitation sexuelle, abus et tout genre de choses. Et en fait, ça a été tellement vraiment une chance en fait déjà de pouvoir les connaître, d'avoir pu aussi être amis en fait avec elles, même si on les aidait au final. Et même si on n'osait pas trop leur demander ce qui s'était passé, elles nous ont souvent un peu transmis ce qu'elles avaient vécu. Et il y a une histoire en particulier qui m'a, je pense, plutôt fait extrêmement mal au cœur. C'était du coup, je vais prendre un faux nom. Ça va être plus facile comme ça, de sûr, il n'y a pas de problème pour elle. Mais disons qu'elle s'appelle Ramona et elle avait 19 ans quand les faits se sont passés. Et en fait, depuis toujours, elle a connu des abus sexuels, que ce soit dans sa famille, son père, son oncle, il y a même une fois son grand-père. Et du coup, pour elle, c'était une habitude en fait de se faire exploiter sexuellement. Elle n'a jamais connu, entre guillemets, la possibilité de dire oui, je veux une relation sexuelle ou non. Je pense que bon nombre de personnes vont se dire « Ouais, mais c'est en Afrique du Sud, c'est très loin de la réalité en Suisse. » Et toi maintenant, tu travailles aussi dans ces milieux-là en Suisse. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça existe ici? En fait, moi aussi, je pensais au départ que ça se passait qu'en Afrique ou en Asie, ce genre de choses. Ça se passait pas en Europe et surtout pas en Suisse. Et c'est totalement faux, en fait. La traite des êtres humains, donc tout ce qui est exploitation sexuelle, ça se passe énormément en Suisse. Dans toute l'Europe, on est un peu, au final, on est le pays au milieu de l'Europe. Donc ça peut aussi s'expliquer comme ça, mais on est un peu à un point phare de tout ce qui est exploitation sexuelle en Europe aussi. Okay. Même si techniquement, on va visiter des salons de prostitution, donc plutôt prostitution légale. Là où il y a de la prostitution légale, il y a malheureusement de la prostitution illégale. Je les vois, ces histoires, c'est presque les mêmes que celles qui sont en Afrique du Sud. Comment est-ce que tu arrives à être motivée et garder un espoir pour cette situation? Un de mes plus beaux espoirs, c'est que c'est en fait le témoignage d'une des filles que j'ai rencontrées en Afrique du Sud qui a grandi avec un père qui était un trafiquant et du coup elle a jamais connu rien en dehors. Et quand elle a été sauvée par l'association qui s'appelle du coup Escape Home, c'est l'association que je suis partie en Afrique du Sud, qui s'était dit une association chrétienne, en fait, elle, ça l'a toujours interpellée de se poser la question qu'est-ce que Dieu vient faire dans cette histoire? Et quand elle a donné sa vie à Dieu, elle a juste réalisé que depuis le début, il était avec elle. Et depuis le début, il ne l'avait jamais abandonnée. Qu'il lui avait permis de sortir de toute cette exploitation, de toute cette traite des êtres humains, qui lui avait permis de trouver Escape Home, parce qu'elle m'avait aussi un peu dit
parle-en autour de toi, parle-en aux gens, parle-en aux filles que tu rencontres qui sont dans les mêmes situations, parce que c'est possible de sortir de la traite des êtres humains, entre guillemets vivantes autant physiquement que aussi un peu psychologiquement, et puis pouvoir restarter une nouvelle vie, pouvoir s'en sortir aussi financièrement autrement. Et c'est un peu un de mes espoirs, je pense, entre guillemets clé du niveau témoignage quand je vais voir ces filles. Un enjeu que je vois dans ces histoires, c'est la capacité de s'accepter soi-même aussi, après avoir sorti de cette réalité-là. Comment est-ce que toi, tu as vécu en tant que femme et l'image que tu transmets aux autres? En fait, par rapport à ça, les filles, quand elles sortent de tout ce qui est prostitution, traite des êtres humains, en fait, elles ont un énorme problème, c'est qu'elles détestent leur corps. Parce que comme tout ce qui s'est passé, entre guillemets, physiquement, elles ne peuvent pas l'enlever. Elles se haïssent elles-mêmes au niveau du corps, au niveau corporel. Et moi, c'est quelque chose qui me parle personnellement parce qu'en fait, quand j'étais jeune, on m'avait beaucoup critiqué niveau comment j'étais, mon apparence, ma beauté, mon corps. Et du coup, en fait, quand elles sortent de cette prostitution, elles ne trouvent plus de valeur. Et moi, c'est quelque chose qui me parle parce que avant, je croyais vraiment, sincèrement, quand j'ai grandi, en croyant que j'avais pas du tout de valeur. Parce qu'on m'avait tellement menti à propos de ça, en me disant que j'étais pas assez belle, que j'étais trop grosse, que j'étais pas comme les autres personnes et du coup que j'avais pas de valeur. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de retrouver une valeur? Et une valeur que personne ne peut ôter, en fait. Ouais, moi, c'était il y a bientôt 4 ans. En fait, quand je suis devenue chrétienne et que je me suis convertie, j'ai juste réalisé que toute ma vie je me dévalorisais et que je pensais que j'avais pas du tout de valeur, que j'étais pas belle en fait et que j'avais pas comme les autres personnes, que je méritais entre guillemets pas d'avoir une valeur à moi parce que j'étais pas comme les autres. Et j'ai juste réalisé à un moment donné de ma vie, ça m'a pris beaucoup d'années, mais que j'avais une valeur, que Dieu m'avait créée, que j'avais une valeur à ses yeux et qu'il me considérait comme une belle personne. Et du coup, c'est ça qui je pense a fait un peu le tournus et qui m'a un peu fait réaliser que c'était vraiment des mensonges, que tout ce qu'on m'avait dit, c'était des mensonges, des critiques et que c'était pas la vérité et que moi j'allais prendre une autre vérité, c'était que j'avais une valeur unique. En quoi les discours que Jésus a transmis il y a 2000 ans ont impacté la valeur que tu as toi aujourd'hui? Oh wow. C'est une excellente question. Jean 8,12. Mais en fait, c'est un verset qui parle de la lumière, qui dit à peu près qu'avec Dieu, on va plus marcher dans les ténèbres, mais on va être la lumière de la vie. Et du coup, j'ai un peu pris ça pour une promesse aussi pour moi, à travers tout ce que j'ai aussi vécu, que ce soit en Afrique du Sud. Cette promesse, elle s'est aussi un peu fait transparaître par rapport au témoignage que j'ai pu apporter à ces filles, à leur expliquer que ouais, il y a d'autres choses qui existent dans le monde et puis qu'il faut qu'elles gardent en fait espoir et courage, qu'elles peuvent devenir ces femmes un peu fortes et ces femmes qui peuvent s'en sortir de ce genre de situation. Quel serait ton premier encouragement, le plus important pour qu'une femme puisse retrouver sa valeur? Je pense que je dirais d'arrêter de se comparer. Parce que à travers tout ce qu'elles m'ont raconté et aussi mes amis en fait m'ont raconté, la comparaison c'est vraiment un piège en fait. De toujours se dire ah je voudrais être elle, ah je voudrais avoir ce corps, je voudrais avoir cette vie. Et en fait j'ai l'impression que à chaque fois qu'elles se comparent, elles enlèvent un bout de leur valeur, puis elles veulent attraper la valeur de quelqu'un d'autre et la mettre dans leur vie. Et en fait, elles arrivent au bout d'un moment où elles n'ont plus en fait leurs valeurs, mais elles ont les valeurs des autres gens. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la comparaison, ça a pris une énorme place malheureusement. On a toujours envie, à travers les réseaux sociaux, à travers nos vies, de se comparer, d'avoir une autre vie, de ressembler à quelqu'un d'autre. Et c'est tellement dommage parce qu'on a tous une valeur unique en nous. Généralement, à chaque fois, j'essaie de les pousser à arrêter de se comparer et même à revenir à simplement, si elles veulent se comparer à elles-mêmes. Parce que quand tu vois d'où tu viens et où tu es, où tu iras, et en fonction des challenges aussi, des réussites que tu as eues, des échecs, mais que tu as quand même réussi à pousser entre guillemets à la réussite, et en fonction de tout ton parcours, ce que tu as vécu, tu peux trouver tellement de belles choses, et c'est là que tu dis waouh, je suis passée de là à là, et c'est trop beau, et ça je suis fière de moi. Tellement de personnes te disent mais tu as de la valeur, tu as de la valeur, mais tu te regardes dans le miroir et tu crois pas. Ouais. Donc, comment est-ce que tu as une conviction de oui, j'ai de la valeur? D'où vient cette valeur? Ouais. Moi, honnêtement, ma valeur, je sais qu'elle vient de Dieu.
Après, c'est ma réponse à moi parce que c'est aussi mon témoignage. Comme on me disait tout le temps quand j'étais petite que j'avais de la valeur, que j'étais jolie, mais c'était plutôt mes parents qui me disaient ça et les autres ils me disaient l'inverse. J'ai toujours cru que c'était aussi un mensonge et j'avais jamais trouvé cette valeur en moi, entre guillemets, humainement. Et quand je me suis convertie, je l'ai trouvée en fait en Dieu parce que c'était Dieu. J'ai compris que c'était Dieu qui m'avait créée. J'ai compris qu'il m'avait créée ici, dans cette famille, comme je suis. Je te remercie Célia pour avoir partagé ton parcours avec authenticité. Et j'espère que ça va pouvoir inspirer des personnes qui nous regardent. Yes, moi aussi. C'était le recto verso de Célia et je t'encourage à découvrir ta valeur à la source de ton créateur.